Merci, chers collègues. Je propose de laisser la parole à Monsieur Davy, rapporteur sur la partie recherche. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président et chers collègues. Alors, en préambule, je voudrais vous partager une intime conviction. La science est menacée. Alors que nous n'avons jamais eu autant besoin du savoir scientifique. Je voudrais le rappeler, et j'espère qu'on est tous et toutes d'accord ici, ce savoir est utile. Utile d'abord pour atténuer le changement climatique, limiter l'effondrement de la biodiversité ou développer les énergies renouvelables. Mais il est utile aussi pour combattre les préjugés sexistes, racistes ou homophobes et trouver des solutions pour aller vers une société plus émancipatrice et plus juste socialement. Enfin, ce savoir est indispensable pour le bon fonctionnement de la démocratie. Comment les citoyens et ceux et celles qui les représentent peuvent prendre les bonnes décisions si nous ne pouvons plus nous appuyer sur des faits solidement établis. Or, le champ scientifique est menacé. Les libertés académiques et pédagogiques ont été rognées par des décennies de politiques néolibérales qui soumettent les scientifiques à des orientations politiques et les rendent esclaves des appels à projets et du publish or perish. Mais aujourd'hui, la menace est encore plus grande, avec une attaque directe des scientifiques par l'extrême droite. Aux USA, les budgets des scientifiques ont été divisés par 2. L'administration Trump fait licencier des professeurs à Berkeley pour leur opinion politique. C'est dans ce contexte préoccupant de chasse aux sorcières que nous examinons ce budget de la recherche. Or, l'examen des crédits de la recherche pour 2026 appelle un constat sans détour. Ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux. La trajectoire fixée par la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 n'est même pas respectée. Ce budget, loin de combler les retards accumulés, entérine une stagnation préoccupante des moyens alloués à la recherche publique. Il ne tient pas davantage compte du déficit de financement croissant des opérateurs de recherche, confrontés à d'importants surcoûts structurels non compensés. Ce point, et j'y reviendrai, constitue sans nul doute l'un des principaux manquements du budget. Il révèle l'important coût caché du désinvestissement de l'État, celui qui n'apparaît pas dans le projet de loi de finances, mais qui en dit long sur l'état de notre recherche et sur ce que nous pouvons légitimement en attendre pour 2026. Avant d'entrer dans les détails, il est utile de rappeler le périmètre de cet avis. Celui-ci ne couvre qu'une partie de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur. Les crédits de la recherche se répartissent entre 2 volets, l'action 17 du programme 150, laquelle finance la recherche universitaire, d'une part, et le programme 172, qui concentre l'essentiel de l'effort public en matière de recherche et finance une partie des organismes nationaux, comme le CNRS, l'INSERM, d'autre part. Pour 2026, les crédits de la recherche s'élèvent à 12,9 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 12,58 milliards d'euros en crédits de paiement, soit des montants quasi constants par rapport à la loi de finances initiale pour 2025. Les crédits de l'action 17 du programme 150 s'établissent, elles, à 4,3 milliards d'euros, en hausse seulement de 1,3% par rapport à la loi de finances initiale de 2025. Les crédits du programme 172 s'établissent, eux, à 8,5 milliards en autorisation d'engagement et 8,2 milliards en crédit de paiement. Ils restent donc presque inchangés par rapport à 2025. En tout, sur le périmètre de l'avis, le projet de loi de finances pour 2026 ne concrétise que près d'un quart du montant programmé de la loi de programmation de la recherche. Donc là, on a quand même un souci, c'est-à-dire qu'on a voté une loi de programmation de la recherche pluriannuelle et pour l'instant, les crédits qui sont votés, nous sont proposés, en fait, ne respectent pas la loi. Et les écarts sont parlants. Pour le programme 172, la LPR prévoyait 361 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires. Pour le PLF pour 2026, n'en prévoit que 44 millions. Pour l'action 17 du programme 150, 108 millions au lieu de 88,5 millions. À cela s'ajoutent les écarts cumulés des années précédentes et des mesures de régulation budgétaire intervenues en 2025 qui ont durablement frappé les crédits de recherche. Ce sont ainsi 307,11 millions d'euros en autorisations d'engagement qui ont été annulés en février 2025 sur le programme 172. Par ailleurs, la situation financière des opérateurs de recherche reste particulièrement tendue. Comme pour 2025, le taux de contribution employeur aux caisses pensions, donc les retraites des fonctionnaires, sera relevé de 4 points, passant de 78,6 points à 82,26%. Cette mesure se traduira pour les organismes de recherche par une augmentation mécanique de leur charge de personnel et réduira d'autant leur marge budgétaire. Et alors que le coût de cette mesure est évalué à 200 millions d'euros par France Université, le projet de loi de finances pour 2026 ne prévoit sa compensation qu'à hauteur de 80,9 millions d'euros. Pour les organismes de recherche, la compensation prévue s'élève à 11 millions d'euros, alors que le coût réel est chiffré à 60,7 millions d'euros. Alors déjà fragilisés par l'inflation et les surcoûts liés aux mesures Guérini, les organismes de recherche sont donc contraints de puiser dans leur trésorerie, au risque de peser sur l'activité de leur laboratoire et des emplois. Alors je tiens à insister sur ce point qui est souvent mal compris.
Certains remettent en cause ce constat en avançant que les organismes de recherche disposent d'une trésorerie confortable. Et c'est pareil pour l'ANR d'ailleurs. En réalité, c'est une erreur. Une grande part de leur trésorerie est déjà fléchée afin de financer des projets de recherche qui sont sélectionnés dans un cadre pluriannuel et qui sont dans le cadre des projets notamment français, mais aussi européens en réalité, parce qu'ils prépositionnent de l'argent qui est engagé par l'Europe. Alors je souhaiterais également rappeler, avant de passer à l'examen des crédits de la recherche, que l'inaction a un coût. Ne pas investir dans la recherche aujourd'hui, c'est retarder la transition écologique et numérique, affaiblir notre système de santé et perdre aussi en souveraineté industrielle. Voilà les risques auxquels nous nous exposons. Alors car aujourd'hui, force est de constater, et ça a été un peu dit tout à l'heure, la France ne cesse de voir sa place reculer sur la scène scientifique internationale. Je vais vous rappeler quelques chiffres. Peut-être qu'on l'a oublié, mais la France figurait à la 4e place parmi les pays de l'OCDE en matière de recherche en 1993. La France a reculé maintenant pour s'établir à la 15e place. On est passé donc de la 4e à la 15e place en termes de PIB qui va vers la recherche. Et donc la part de financement en R&D, public comme privé, stagne à 2,19% du PIB. Et c'est bien en deçà de l'effort fourni par l'Allemagne, 3,3%, le Japon, 3,44%, d'ailleurs vous l'avez mentionné, monsieur le ministre, ou encore la Chine, 2,58%. Donc ce constat est sans appel. Il est la conséquence de choix politiques qui ont considéré trop souvent la recherche comme un domaine non essentiel et une variable d'ajustement budgétaire. Le manque de moyens se traduit par une nette dégradation des conditions de travail au sein des laboratoires. Et d'ailleurs, c'est l'objet du rapport thématique qui accompagnera cet avis budgétaire et que j'ai souhaité intituler « La recherche malade du management, comment repenser nos modèles de financement et d'évaluation et de publication ». Nous avons auditionné de nombreux acteurs et nous avons pu mettre en évidence de nombreux dysfonctionnements structurelle dans l'organisation de la recherche qui affecte en retour la santé physique et mentale des chercheurs, mais aussi de tous les personnels techniciens administratifs qui travaillent dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, 3 axes principaux seront abordés par la partie thématique du rapport et nous ont été remontés par les acteurs. Premier axe, le modèle de financement d'abord. Le financement par appel à projet a remplacé intégralement les financements récurrents des laboratoires. Ce modèle accentue des disparités de dotation entre les unités de recherche et génère un véritable fardeau administratif pour les chercheurs, dont une part importante du temps de travail est désormais dédiée au montage de projets. Et tout cela au détriment de la recherche. Dans ces conditions, il apparaît urgent de renouer avec le financement récurrent des laboratoires, et j'aurai des amendements en ce sens, et de réduire drastiquement la place donnée aux appels à projets. Deuxième axe du rapport, l'organisation de l'évaluation de la recherche est également une source de préoccupation majeure. La logique de performance et de rentabilité a des effets délétères, favorisant le harcèlement au sein des collectifs de recherche et des dérives éthiques qui vont jusqu'au vol et à la falsification des données. Donc, parfois, c'est moins grave que ça, mais en général, c'est toujours la science qui est impactée. Les personnes auditionnées ont remis en cause les évaluations conduites par le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur, le fameux HCERS, dont la suppression a par ailleurs été votée en première lecture du projet de loi de simplification de la vie économique déposé le 23 octobre 2024. Les évaluations du HCERS, standardisées, chronophages, et peu adaptées à la réalité des travaux scientifiques, alourdissent encore plus la charge administrative qui pèse sur les chercheurs. J'estime qu'il faut revenir à une évaluation conseil, entre pairs, menée par les établissements et plus particulièrement par les institutions élues de ces établissements. Le co-CNRS pour le CNRS, les CSS, donc c'est les comités scientifiques spécialisés pour l'IRD, l'INRAE et l'INSERM, et la CPCNU pour les universités. Enfin, l'enjeu de la publication scientifique doit également être abordé. Le diktat du publish or perish, créé par l'évaluation bibliométrique, a créé un véritable marché de la publication scientifique dans lequel ont prospéré des revues prédatrices de faible qualité. La mise en place d'un vrai service public de la publication ouverte garantirait la qualité scientifique et la diffusion fiable du savoir à toutes et tous. Tel est l'enjeu démocratique, et c'est un enjeu démocratique majeur. L'ensemble de ces dysfonctionnements affaiblissent la recherche et contribuent à l'augmentation des risques psychosociaux, à l'abandon des projets et des situations de harcèlement. Il apparaît clairement que les crédits de la recherche pour 2026, pour conclure, en laissant sans réponse les difficultés des organismes de recherche et en précarisant encore plus les chercheurs, ne permettent pas de répondre à ces difficultés. Au contraire, ils les accentuent. Aussi, au regard du net écart entre les enjeux actuels et les moyens prévus, j'émets un avis défavorable à l'adoption des crédits de la recherche inscrits au sein du budget de la MIRES. J'attire sur votre attention sur le fait que des moyens existent et des marges existent. Et notamment, il y a 8 milliards d'euros qui sont prévus cette année au crédit impôt recherche et qui ont démontré leur inefficacité rapport après rapport. J'aurais donc 2 très courtes questions au ministre. La première, les organismes de recherche sont au bord de l'asphyxie budgétaire.
quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour garantir leur soutenabilité budgétaire de ces opérateurs? Sinon, ces opérateurs nous ont dit qu'ils allaient diminuer le nombre de postes ouverts au concours. Ça a été dit par le CNRS et ça a été dit par l'INRAE. Deuxième question, vous avez vu ce que j'ai dit sur les souffrances au travail. Quelles mesures comptez-vous prendre en termes d'évaluation, de crédit récurrent, de titularisation des précaires pour en finir avec cette souffrance au travail? Enfin, je voulais évidemment remercier Mathilde, l'administratrice, qui m'a accompagné pour tout ce travail, et j'espère que nous aurons des débats intéressants et que de nombreux amendements permettront d'améliorer ce projet de loi de finances. Je vous remercie. Il nous reste 2 orateurs avant le vote voilà, sur le projet de loi. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute peut-être 2 orateurs de groupe. On commence par le Rassemblement national. Thierry Pérez. Comment ?